Paul, réalisé par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Jean-Jacques Jordi, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des migrations en Méditerranée occidentale et de la décolonisation. Vous êtes natif de Fort-de-l'Eau, dans la région d'Alger. Et vous avez vous-même quitté l'Algérie à l'âge de 7 ans. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous avez été enseignant et chercheur à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence. Vous êtes aussi chargé de mission auprès de l'ONAC-VG, membre de la commission mixte franco-algérienne d'historiens qui travaille à une meilleure compréhension de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Nous vous remercions d'avoir bien voulu apporter votre expertise sur le sujet à notre projet de collecte de témoignages Fragments d'histoire Algérie-Montpellier. Nous allons commencer par essayer d'apporter un certain nombre d'éléments de contexte historique en balayant un petit peu les relations entre Paris et Alger du 19e siècle à 1945 dans un premier temps. Ma première question sera en 1830, avant que l'armée française prenne Alger, qu'est-ce que c'est cette région? Qu'est-ce que c'est l'Algérie? Et quelles sont ses relations avec la France à ce moment-là? Alors, l'Algérie, en 1830, n'existe pas en tant que nation ou en tant qu'État. Elle fait partie de l'Empire ottoman, puisque c'est l'Empire ottoman qui décide pas de la politique à Alger, de la régence. Il y avait un régent qui était un DEY qui était à Alger et qui était sous les ordres de l'Empire ottoman. Mais il avait une certaine autonomie. Ce qui veut dire que parfois, la régence d'Alger pouvait signer des traités de paix avec certaines puissances européennes, voire plus lointaines, puisque un traité de paix avait été signé avec les États-Unis pour pas qu'il y ait de bateaux américains, on est encore dans l'époque des bateaux à voile, de bateaux américains arraisonnés par les pirates barbaresques, comme on disait. Donc, vous voyez, l'ambiguïté, elle est là, c'est que c'est pas une nation, mais elle a une grande autonomie. La régence d'Alger a une grande autonomie. Quand la France décide de prendre Alger, elle décide de prendre qu'Alger, que la grande ville. Le reste, ça l'intéresse pas. La colonisation n'est pas de mise, on ne sait pas ce qu'on va faire. On veut prendre Alger pour éviter justement la piraterie. Après, il y a eu le problème de l'esclavage qui a été mis sur le devant de la scène, mais déjà à cette époque, il n'y a plus beaucoup d'esclaves à Alger. Il y en a une centaine quand la France arrive, alors qu'au milieu du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y avait jusqu'à 20 000 esclaves à Alger. Donc c'était important. Donc la France a décidé de prendre Alger en 1830, une grosse opération militaire, et finalement Alger va tomber en quelques jours. Il y a des combats assez durs, mais l'armée française ou les armées françaises et les armées royales, puisqu'on était encore avec Charles X, conquiert Alger relativement facilement. À partir de là, le DEY est expulsé avec toute sa famille, et Paris ne sait pas quoi faire d'Alger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant d'Alger? Maintenant qu'on l'a prise trop vite, on ne sait pas quoi faire. Donc il y a une période d'incertitude, on va dire pendant quelques années, 3-4 ans, de 1830-1834, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais enfin, on va voir du côté d'Oran, et on va prendre Oran en 1831. On va voir du côté de Bonn, et pareil, fin 1831, on prend Bonn, mais on reste sur la côte. On a quelques incursions à l'intérieur des terres, mais qui restent encore très peu formalisées. On ne sait pas quoi faire. Le problème qui arrive avec cette guerre, ou la difficulté, c'est que un jeune
jeune, on va dire un jeune zaïm, c'est-à-dire un lettré, Abdelkader, qui est de l'Oranie, va regrouper autour de lui des tribus pour combattre les Français, parce que ce sont des mécréants, ce sont des infidèles. Le côté religieux, pour Abdelkader, compte beaucoup. Donc il y a une première guerre, on dit révolte, mais c'est une guerre, entre les armées d'Abdelkader et les tribus qu'il a su mettre de son côté, et l'armée française. Voilà. Et d'autres tribus Alors, qui sont aussi côté français. oui, alors, l'armée française a bien joué, a bien su comment exploiter les dissensions entre un clan, un autre clan, une tribu. Dès 1830, il y a des tribus musulmanes qui font allégeance à la France et qui combattent Abdelkader. Donc, on voit que dès 1830, c'est pas très clair. À 1834, moins encore. Et Abdelkader va remporter des succès et on envoie pour le combattre Bugeaud. Bugeaud qui n'est pas de 1830 jusqu'à 1834-35, il n'est pas en Algérie. D'ailleurs, il veut pas entendre parler de l'Algérie, ça l'intéresse pas. Il dit que la colonisation c'est quelque chose d'horrible, que ça sert à rien, que c'est un legs onéreux pour la royauté. Bon. Et donc Bugeaud arrive, il combat Abdelkader et il gagne. Un premier traité, le traité ne tient pas, ni du côté d'Abdelkader, ni du côté français. Abdelkader recommence et il recommence à gagner. Donc on refait appel à Bugeaud, et là Bugeaud dit, bon, si vous voulez, maintenant il faut y aller, mais c'est la guerre. C'est-à-dire qu'on y va franchement, et puis il faut éliminer toute velléité de résistance ou de guerre, et donc il faut coloniser. Bugeaud va devenir un ardent défenseur de la colonisation alors qu'il était contre. Et effectivement, à Paris, on lui donne tous les pouvoirs. Et il poursuit Abdelkader, et finalement Abdelkader, en 1847, est obligé, 1847 est obligé de se rendre, parce qu'il perd, et puis il se rend, donc il est emprisonné, etc. Mais pendant ce temps, 1830-1847, ce qui se passe, et qu'on ne saisit pas toujours dans l'immédiat, c'est l'arrivée d'une population européenne importante. Alors, on pense à des Français qui viendraient, alors on a beaucoup parlé des colons en gants blancs ou en gants jaunes, qui avaient de grandes propriétés, etc. Mais surtout, vous avez des Espagnols, de la côte méditerranéenne, des Italiens, des Maltais, des Français pauvres un peu de partout, du Var, du Languedoc, qui viennent. Parce que il y a une première colonisation, et on a besoin d'agriculteurs, de travailleurs de la terre, mais aussi de charrons, de forgerons, tout ce qui fait que une ville peut se développer, quoi, un pays peut se développer. Donc il y a déjà une première colonisation, et cette première colonisation, elle fait appel à des Français, mais ce ne sont pas beaucoup de Français qui arrivent, ce sont plutôt des Espagnols, des Italiens qui arrivent en nombre. Eh bien, il faut faire avec eux. Et cette population s'installe à Alger, et puis à Oran, à Bonn, et puis au fur et à mesure, la conquête continue, va davantage dans les terres, vers Miliana, et puis on sait qu'il y a le désert. Bon, pour l'instant, c'est une terra incognita, le désert, donc on va laisser ça. 1848, premier lancement des villages dits de colonisation, et là, on crée des villages de colonisation à l'instar des villages de colonisation romaine, c'est-à-dire avec des plans bien droits, comme on disait, un quart d'eau, un décumanus, de grandes voies, et puis des maisons tout autour. Et comme ça, des villages de colonisation naissent un peu partout en Algérie, et c'est la grande époque de la colonisation qui commence. Et à ce moment-là, il y a une espèce de problème qui se pose, c'est que comme la propriété de la terre est tribale,
et que la France arrive avec le concept de propriété privée, il va y avoir un gros clash pour remodeler en fait la propriété dans la colonie. Oui, en fait, pour créer ces centres de colonisation, il fallait bien de la terre. Et donc, les premiers contacts ont lieu avec des tribus qui faisaient, qui étaient des terres, enfin avec des terres de pacage, hein, pour la plupart du temps, ou de petites cultures vivrières. Et puis, la France n'a pas hésité à acheter, souvent à vil prix, ces terres de pacage, ou à carrément à exproprier les tribus et à repousser les tribus vers l'intérieur des terres pour pouvoir les donner aux colons qui arrivaient. Voilà. Donc, il y a eu cette première expropriation, même s'il y avait des ventes, parce qu'il y avait aussi des ventes qui se faisaient sur des petites propriétés, mais quand on avait besoin de grands espaces pour créer un village avec, comme on disait, des lots de jardin, attenant à la petite maison, des lots de colonisation qui allaient de 2 hectares à 30 hectares, effectivement, quand il y a 50 personnes, ça fait de suite pas mal d'hectares, donc ça fait tache d'huile et les villages se constituent. Donc, effectivement, il y a cette première appropriation et expropriation de terres, et on repousse les tribus vers l'intérieur des terres. Et souvent, plus on va vers l'intérieur, et plus les terres sont de mauvaise qualité, on va dire. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'y savoir. Hein. Donc, cette colonisation qui s'installe, après 1850, ça va monter en flèche. C'est-à-dire qu'on a une population européenne de plus en plus importante, avec déjà des cultures, avec déjà des constructions, même s'il y a beaucoup de choléra, même s'il y a beaucoup de maladies qui touchent ces populations, mais on se méfie toujours de l'indigène, comme on dit à l'époque. C'est-à-dire, on a quand même un peu peur de ces tribus qu'on repousse, mais qui ne sont pas très loin, et lesquelles parfois font des petites incursions et volent du bétail ou brûlent une ferme. Voilà, ça, on a tout le temps un sentiment un peu d'insécurité quand même, hein, qui se passe. Et puis bon, on sait, après arrive le Napoléon III, qui rêve d'un royaume arabe. Alors lui, il veut être empereur des Français et roi des Arabes. Et donc, il met un frein à la colonisation en disant non, il faut les considérer comme nos frères, hein, bien évidemment, mais en même temps, il laisse la colonisation se développer. C'est-à-dire que c'est sous Napoléon III qu'il y a eu le plus de construction de ports, par exemple, de routes, de bâtiments publics, les premiers théâtres, les premières bibliothèques, les premiers lycées, voilà. Donc comme si, en fait, c'était fait maintenant pour durer, quoi. 1870. Là, on arrive effectivement à une date un peu charnière, puisque pour essayer d'avoir un équilibre démographique, on propose la citoyenneté française. On le propose aussi aux musulmans, mais finalement, ça se passe pas de la même manière pour eux. C'est-à-dire que très tôt, on a proposé aux Européens non français, aux Juifs et musulmans, par des senatus consultes, quoi, de devenir français. Très peu l'ont fait, en fait, même les Espagnols ne l'ont pas fait. Quelques Allemands l'ont fait, quelques musulmans, mais très très peu. Ceux qui étaient des familles déjà engagées avec la France en 1830, toute la famille du Bachaga Bouelem, par exemple, hein, dans le Loir-Sénis. Mais ils ne répondent pas à l'appel, y compris les Juifs, pourtant très francophiles, ne répondent pas à l'appel. Et en 1870, effectivement, l'avènement de la Troisième République, on décide de nationaliser, parce que on ne les a pas naturalisés, on les a nationalisés, c'est-à-dire on a nationalisé tous les Juifs d'Algérie. Enfin, tous les Juifs connus, ou de l'Algérie connue à l'époque. Les Juifs du territoire du Sud,
On ne savait pas qu'il y avait des Juifs en territoire du Sud. Le Touat. Oui, ouais. oui. On connaît de la Gouate, à Insefra. On ne connaissait pas, on ne savait pas, parce que personne n'était allé jusque-là. On n'avait pas traversé le désert, quoi. Donc, on ne savait pas qu'il y avait des Juifs là. Donc, ces Juifs-là n'ont pas été touchés par le décret Crémieux. Mais les Juifs qui étaient sur la côte, et dans les grandes villes, Constantine, etc., ont été nationalisés, enfin français, par le décret Crémieux. Donc, il y a toute une part... Alors, ça ne s'est pas fait sans remous, hein. Beaucoup de Français étaient quand même antisémites, les Juifs... Mais il n'empêche que ce sont les premiers Juifs du monde, du monde méditerranéen, hein, sud-méditerranéen, à avoir une nationalité. Alors qu'avant, c'était des soumis, des dhimmis. Hein. Ils payaient un impôt, que ce soit au Maroc, bien sûr en Algérie. Voilà. Et là, la France leur donne une nationalité. Hein. Donc, c'est quand même très particulier. En échange de l'abandon du statut religieux. C'est ça aussi qui bloque un peu avec la population musulmane. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devenez français, on est dans la Seconde République. La Seconde République s'est donné comme objectif de faire de l'Algérie le prolongement ou la prolongation de la France. Donc, il faut faire France en Algérie, voilà. Donc, les Juifs qui deviennent français abandonnent ce qu'on appelle le droit mosaïque, hein, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant gérés complètement par le droit français. Et les musulmans n'ont pas voulu, enfin, beaucoup ne voulaient pas abandonner le droit local, parce que la religion était peut-être plus fortement ancrée, et donc ils n'ont pas voulu, et donc très peu sont devenus français à cette époque. Et en 1870, on a les euro-étrangers d'un côté, les Espagnols, Italiens, Allemands, etc., les Français avec les Juifs, et puis les indigènes. Alors que les Juifs, jusqu'en 1867-68, étaient considérés comme indigènes. Ils deviennent français. Et pour les musulmans, qu'un Juif qui était dhimmi, qui était soumis à eux, devienne français, c'est-à-dire passe l'étape au-dessus d'eux, et qui deviennent un peu leur supérieur, entre guillemets. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais enfin, c'est bien comme ça que c'est vécu. C'est aussi insupportable. Et là, c'est la troisième République. C'est véritablement le triomphe de la colonisation. C'est là où l'Algérie se développe beaucoup plus que par le passé. C'est là où... Pas oublier qu'on a perdu l'Alsace et la Lorraine, enfin une partie de la Lorraine et l'Alsace, qui est devenue allemande en 1870. Et donc l'Algérie va devenir un peu cette terre de substitution à la perte de l'Alsace-Lorraine. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'Alsaciens sont... Oui, des Alsaciens. Alors les Alsaciens étaient là avant. Hein. Ils sont arrivés dès 1840, les Alsaciens. Mais effectivement, en 1870, c'est-à-dire que ces Alsaciens font la démarche de rester français et donc d'abandonner leur terre natale pour aller sur une terre de substitution qui est devenue l'Algérie. Voilà. Et donc là, ça se développe effectivement. Et cette colonisation qui se développe, on va faire appel à de plus en plus d'euros méditerranéens, c'est-à-dire espagnols, italiens, maltais. Il y avait des Allemands, il y avait des Suisses, des Irlandais. Et ça pose véritablement un problème, parce qu'on arrive en 1880 et on se rend compte que la population étrangère, hein, européenne, mais étrangère à la France, espagnol, italien, maltais, etc., sont supérieurs aux Français. Aux Français, comme on disait à l'époque, aux Français de souche ou aux Français de France. Métropolitains. Voilà, aux métropolitains. Et donc là, ça pose un problème. Parce qu'on a, d'un côté, le monde colonial, il est très simple. Vous avez d'un côté les colonisateurs, qui ne sont pas nombreux normalement, et la masse des colonisés, de l'autre côté. Là, dans cette Algérie, premier gros problème, on a une population énorme, supérieure aux colonisateurs, inférieure aux colonisés, mais qui ne sont ni colonisateurs ni colonisés. Un Espagnol, il n'est pas ni colonisateur, il n'est pas français, il n'est pas colonisé, puisqu'il n'est pas musulman, ce n'est pas un indigène. Et ceux-là vont troubler
la vie dans cette Algérie, hein, qui commence à se développer. Et pour bien faire, les dirigeants français comprennent qu'il faut faire comme avec les Juifs. C'est-à-dire qu'il faut les naturaliser. Et en 1889 et 1893, ils décident de naturaliser en masse les Espagnols, les Italiens, ce qui fait que la courbe des Français va augmenter, malgré le fait que des Espagnols continuent à venir ou des Italiens continuent à venir. Il n'empêche que, par un effet de chiffre, tous ceux qui deviennent Français sont considérés comme Français depuis des générations. Petit à petit, on arrive sur le premier conflit mondial, dans lequel ils ont été engagés. Donc, je pourrais faire peut-être un point sur le rôle qui a été joué par les Français d'Algérie et les musulmans dans la Première Guerre mondiale, puisqu'ils sont partis se battre contre l'Allemagne. Oui. Alors, quand éclate la Seconde Guerre mondiale... La première. Quand éclate la Première Guerre mondiale, il y a un enthousiasme. Mais y compris... Enfin, les Juifs qui sont devenus Français vont s'engager directement. Les Espagnols qui sont devenus Français vont s'engager. Les Italiens, pareil. Les Maltais, pareil. Les Français, bien sûr. Et des musulmans vont aussi s'engager. Ils partent pour défendre la mère patrie, quoi, face à l'Allemagne et à cet ennemi qu'on a depuis 1870. Et donc, il y a véritablement un engouement qui se passe et une population assez importante va combattre dès août 1914, cette population de combattants est sur le front. Et un des représentants qu'on a, c'est le père d'Albert Camus. Albert Camus naît en 1913, son père part en 1914, et fin août 1914, il est tué. Et il est parti, donc, vous avez comme ça une participation à la guerre mondiale, cette première guerre mondiale, qui est vraiment très importante. Hein. Alors, ils n'ont pas été plus chair à canon que les autres, parce qu'à cette époque, tous étaient chair à canon. Donc, ils partaient à l'assaut et ils étaient sur Chemin des Dames, à Verdun, un peu partout. Hein. Et donc, ils ont été... tous, bien entendu, quand ils sont revenus, enfin beaucoup sont morts, mais quand ils sont revenus, il y a eu des monuments aux morts dans lesquels il y avait tout le monde. Vous aviez des noms français, des noms espagnols, des noms italiens, des noms maltais, des noms juifs, des noms musulmans, tout dans le même monument aux morts. Hein. Ça faisait un peu ciment, quoi. Ça faisait nation, voilà. Sauf que là-dedans, les musulmans n'avaient toujours pas la nationalité. Hein. Ils avaient combattu contre l'Allemagne, mais au retour, ils n'ont pas la nationalité. Très peu ont la nationalité française pour des faits de guerre, quoi. Mais la grande majorité ne l'a pas. Ce qui fait que dans les années 20, 30, il y a un sentiment nationaliste qui commence à émerger, en France d'ailleurs. Oui. Comment il s'exprime et quelle est la réaction des autorités françaises? Alors, le mouvement qui va naître, il naît en France parce que dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, il y a une immigration algérienne et plus précisément de la Kabylie vers la France pour travailler dans les usines, etc. Bon, la guerre va mettre un peu à mal, mais dès 1918, la France fait appel à cette migration algérienne, et kabyle majoritairement, et ceux qui sont en France, ils s'aperçoivent qu'il y a un problème, il y a un décalage entre la France de France, on va dire, et la France qui est en Algérie. Il n'y a pas les mêmes droits, il n'y a pas les mêmes choses, ils vont pas... Il n'y a pas l'école pour tous, ils sont en Kabylie, hein, c'est très reculé par rapport, il y a très peu d'atouts, on va dire, de la vie moderne, comme on le voyait à la fin du 19e et début du 20e. Hein. Donc, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'opéra, il n'y a pas de route qui emmène. Ils sont isolés. Et c'est en 1922 que
effectivement, des groupes qui se disent maintenant algériens commencent à dire mais nous, on se rend compte de ce qui se passe en France. La différence avec l'Algérie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, le mouvement nationaliste commence à germer dans les têtes de ces personnes-là, quoi, hein, avec le parti du peuple algérien. Commence à être créé, voilà. Et Messali Hadj, hein, qui est la figure la plus importante à cette époque. Mais les autorités françaises pensent que c'est une lubie, que c'est bon quelque chose, mais que tout va redevenir comme avant. Il ne faut pas oublier que les autorités françaises ont toujours considéré, même quand il y avait des choses très graves, qu'une fois que ça s'était calmé, souvent par une répression, tout allait redevenir comme avant. Et c'était pas possible. C'était pas possible. Monsieur Jordi, merci beaucoup pour ces éléments de cadrage qui permettent un petit peu de planter le décor de cette Algérie française dans laquelle nous allons rentrer après 1945, dans les années 50, puisque c'est la société qu'ont connue les personnes que nous avons interrogées dans notre collecte. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.